Bonjour à tous, je me présente, je suis Sylvain Larue, ingénieur avant-vente chez HashiCorp France. Dans cette vidéo, je vais vous présenter au travers d'un whiteboard qui, vous le verrez, sera fait sur fond noir, comment les versions de Terraform Entreprise et leurs fonctionnalités vont permettre de faciliter la collaboration entre les équipes qui font de l'infrastructure as code dans votre entreprise et aussi permettre d'augmenter le niveau de sécurité et de gouvernance lors de votre utilisation de l'outil, de manière à tirer le maximum des versions de Terraform en production. Alors, suivez-moi, c'est parti. Alors, pour commencer, nous allons faire un petit rappel sur le workflow d'utilisation de Terraform Open Source. Et pour cela, nous allons prendre l'exemple suivant. Un utilisateur cherche à provisionner une instance EC2 dans AWS. Donc, notre utilisateur qui se trouve ici, la première chose qu'il va devoir faire, c'est évidemment écrire un fichier d'infrastructure as code dans lequel il va configurer à la fois le provider Terraform pour AWS et la ressource correspondant à son instance EC2 en utilisant le langage HCL, HashiCorp Configuration Language. Donc, pour faire cela, il peut se référer à la documentation du provider Terraform pour AWS ou alors directement réutiliser un module pour configurer une instance EC2 depuis le public module registry qui aurait été populé par la communauté. Le but étant d'obtenir un fichier d'infrastructure as code.tf. Donc, une fois satisfait de sa configuration, notre utilisateur va pouvoir initialiser le dossier dans lequel sa configuration se trouve en utilisant la commande Terraform init pour télécharger les providers nécessaires. Et ensuite, il va pouvoir effectuer la commande Terraform plan pour avoir un aperçu des actions que Terraform va prendre pour aller configurer l'infrastructure. Et ensuite, il va pouvoir effectuer la commande Terraform apply qui va exécuter les actions proposées par le plan et dans notre cas, aller déployer son instance EC2 dans AWS. Donc ce workflow, il est très simple et Terraform Open Source va permettre de faire des choses très avancées en termes d'infrastructure as code, mais pour utiliser l'outil en production, il va y avoir des points d'attention à prendre en compte pour faciliter l'utilisation et la sécurisation de Terraform. Le premier point d'attention, je ne l'avais pas encore mentionné, mais lorsqu'on va effectuer notre premier apply, Terraform va automatiquement générer un fichier qu'on va appeler le state file. Et le but de ce state file, c'est de traquer les ressources créées dans la configuration et de les mapper avec les ressources qui ont été réellement créées sur l'infrastructure. Donc, grâce à ce mapping, le state file va nous permettre de s'assurer que l'état désiré de configuration défini dans le code est bien reflété sur l'infrastructure. Le state file va donc permettre à Terraform d'être la source de vérité en termes de provisioning de l'infrastructure et de ce fait va être un composant critique de Terraform dont il va falloir prendre soin. Donc le premier point d'attention va être le management de ce fameux state file. Donc savoir où est-ce qu'on stocke ce state file, qui y a accès et surtout sa sécurisation. Et quand on va parler de sécurisation, on va parler de chiffrement. En effet, c'est une bonne pratique que nous recommandons en production de chiffrer ce state file car il peut contenir des données sensibles. En parlant de données sensibles, notre utilisateur, pour pouvoir connecter Terraform à AWS de manière à aller déployer son instance EC2, il a dû renseigner sous forme de variable ses credentials AWS. Le problème, c'est que de le faire de cette manière directement dans le code
eh bien, ces credentials risquent de se retrouver dans des outils de contrôle de version comme GitHub ou GitLab par exemple. C'est évidemment quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. Donc, le deuxième point d'attention va être la gestion des variables sensibles. Et puis, dans notre exemple, notre utilisateur ici a téléchargé le binaire de Terraform sur sa machine, depuis laquelle il a lancé le run. Donc, le code ainsi que le state file se trouvent sur sa machine. Et s'il veut à présent permettre à d'autres membres de son équipe de pouvoir collaborer et travailler sur la même infrastructure en utilisant Terraform, comment leur donner accès à cet environnement? Donc, la question de la collaboration sur Terraform, quand on va commencer à scaler, se pose, et notamment la question de la mise en place de RBAC, Role Based Access Control, pour définir des droits d'accès basés sur le rôle des utilisateurs, ou encore l'utilisation d'un outil de SSO pour faciliter l'accès à l'environnement, et la mise en place d'une politique d'audit qui va permettre d'avoir la visibilité sur qui a fait quoi, à quel moment. Et pour aller plus loin dans la collaboration, imaginons maintenant que notre utilisateur du début est maintenant expert sur Terraform et a créé des modules custom pour les besoins spécifiques de sa société. Comment est-ce qu'il peut les partager simplement à ses collaborateurs pour qu'ils puissent les utiliser en mode self-service, toujours avec la bonne version du code, et tout cela sans les poster sur le registre de modules publics où ils seraient accessibles à toute la communauté. Donc le quatrième point d'attention, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mieux gérer et partager les modules custom, donc gestion et partage des modules custom. De plus, plus on va offrir la possibilité à de nouveaux utilisateurs d'utiliser Terraform, plus on s'expose à des erreurs qui pourraient aller à l'encontre des politiques de gouvernance et de sécurité de notre organisation. Donc si on reprend l'exemple de notre instance EC2, on pourrait imaginer qu'un utilisateur provisionne une instance large alors que cela n'est pas nécessaire. On pourrait imaginer qu'il est en train de provisionner un environnement de test, ou alors cet utilisateur est un peu précautionneux et donnerait accès à sa machine en SSH depuis tout Internet pour se faciliter la vie, et donc effectivement c'est très peu sécurisé. Donc la question et notre cinquième point d'attention va être le suivant: comment s'assurer de l'application des règles de compliance et de gouvernance définies dans notre entreprise. Donc la mise en place de garde-fous pour une utilisation sécurisée de Terraform. Et la liste peut s'agrandir. Par exemple, imaginons qu'on utilise Packer pour créer nos images machines et HCP Packer qui est un outil permettant de traquer la validité de ces images machines. Comment pourrait-on intégrer HCP Packer au workflow Terraform pour s'assurer que mon utilisateur peu précautionneux ne provisionne pas son instance avec une AMI qui aurait été révoquée pour cause de vulnérabilité par exemple. Donc un autre point d'attention serait comment gérer l'intégration d'outils tiers comme HCP Packer par exemple au workflow Terraform. Et finalement, nous avons vu tout à l'heure que grâce au state file, Terraform maintient l'état désiré de configuration, mais si quelqu'un supprime mon instance directement depuis la console AWS, je ne le saurais pas, à moins que je relance un plan Terraform ou que quelqu'un m'appelle à 3h du matin pour me dire qu'il n'a plus accès à l'application qui tournait sur cette machine. Donc, lors du day 2, une fois que nos ressources
sont provisionnés. Comment allons-nous faire pour gérer le drift, donc les écarts entre notre état désiré de configuration et ce qui est réellement provisionné, la gestion du drift. Nous avons donc vu que bien que Terraform Open Source est un outil très puissant et pratique pour démarrer avec l'infrastructure as code, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser avant d'utiliser Terraform en production afin de pouvoir scaler notre utilisation tout en permettant aux utilisateurs de collaborer et tout en respectant les prérequis de compliance et de sécurité définis dans notre organisation. Dans la suite de ce whiteboard, nous allons voir comment les versions entreprises de Terraform apportent des solutions à ces différents challenges sans que vous n'ayez à réinventer la roue. Premièrement, avant de voir comment les versions entreprises vont répondre aux questions qu'on vient de se poser, il faut noter qu'il existe deux modes de consommation. Le premier, qui va être un mode SaaS, au travers de la plateforme Terraform Cloud, qui va être managé par HashiCorp, et donc qui va vous permettre d'aller directement consommer le service Terraform sans avoir à gérer, à maintenir l'outil. Donc l'abréviation, c'est TFC. Et le deuxième mode va être le self-manage, que l'on appelle Terraform Entreprise, ou TFE, qui va vous permettre, si vous le souhaitez, d'avoir la main sur l'installation et la gestion du cycle de vie de l'outil. Pour simplifier les choses, j'utiliserai le terme Terraform Cloud ou TFC dans la suite de ce whiteboard, mais notez que Terraform Entreprise possède les mêmes fonctionnalités, modulo la cadence des releases, les nouvelles features étant d'abord disponibles sur TFC et ensuite sur TFE. Donc si on repart du début de notre workflow, la première chose qu'on peut noter, c'est la présence dans TFC d'un private module registry qui va permettre aux experts Terraform qui vont produire des modules custom de facilement gérer leur versionning, mais aussi et surtout de faciliter la mise à disposition de ces modules auprès des populations qui vont les consommer. Ce registre privé n'est pas réservé uniquement aux modules, on peut aussi y partager les providers et bientôt les policies sentinelles que nous couvrirons un petit peu plus tard dans le whiteboard. Et en ce qui concerne les modules, TFC permet de mettre en place du no-code, ce qui va permettre à des populations de consommateurs de modules, par exemple des développeurs, d'utiliser des modules custom qui respectent les standards de sécurité et de compliance sans avoir à écrire de code Terraform. Ainsi, ils peuvent déployer des ressources dont ils ont besoin, même en ayant une connaissance limitée de l'infrastructure. Autre point important de Terraform Cloud for Business, c'est la possibilité et la facilité de collaborer. Ceci est rendu possible notamment grâce à la segmentation de la plateforme, le plus grand niveau étant l'organisation, qui permet à plusieurs équipes de collaborer sur des workspaces. Un workspace contient tout ce dont Terraform a besoin pour manager une collection d'infrastructures. Donc la configuration, les données concernant le state, avec le state file, les variables, et chaque workspace fonctionne comme un dossier différent. On peut donc dédier des workspaces à différents environnements. Par exemple, on a représenté ici un workspace de prod, un workspace de test et un workspace de dev. Terraform Cloud offre un modèle d'accès qu'on appelle team-based. Pour pouvoir performer une action dans l'organisation et dans un workspace, notre utilisateur devra faire partie d'une team qui aura le bon niveau de permission. Terraform Cloud offre de ce fait des capacités de role-based access control très fines, et pour faciliter l'accès à l'outil, on peut l'intégrer avec un SSO existant. Notons aussi que les audit logs donneront à nos administrateurs la possibilité de traquer les runs Terraform par workspace de manière à savoir qui a fait quoi et à quel moment. On peut accéder à la plateforme Terraform Cloud au travers de son interface graphique
Ou alors, si on le souhaite, on peut la configurer avec le CLI. Et bien sûr, Terraform Cloud expose une API, ce qui permet d'intégrer l'outil dans les workflows de provisioning existants. Donc, pour résumer, si on repart de notre exemple précédent, qui était un utilisateur cherche à provisionner une instance EC2 dans AWS, notre utilisateur, un développeur par exemple, qui fait partie d'une team ayant le bon niveau de droit pour utiliser un workspace de test, va avoir 3 possibilités pour lancer le run qui va provisionner son instance de test dans AWS. La première possibilité va être d'utiliser la méthode classique que l'on retrouve aussi en open source et de lancer notre run en utilisant le CLI de Terraform. On va pouvoir opérer un workflow CLI based pour lancer le provisioning de notre instance dans AWS, et pour cela on utilisera les commandes classiques Terraform init, Terraform plan et Terraform apply. Une autre possibilité va être d'utiliser l'API de Terraform Cloud et donc de lancer un workflow basé sur l'API, ce qui peut ouvrir une grande flexibilité, par exemple quand on souhaite intégrer Terraform Cloud dans des workflows de provisioning existants avec des pipelines CI/CD par exemple. Et la troisième possibilité va être de lancer le run depuis l'interface graphique ou au travers d'une intégration avec un outil VCS, donc le UI ou VCS Based Workflow. Cette troisième possibilité va aussi pouvoir grandement simplifier la vie de notre utilisateur, car si on imagine qu'il utilise un outil de VCS comme GitHub par exemple, on pourrait intégrer cet outil avec le workspace dans lequel travaille notre utilisateur pour dire si notre utilisateur qui est un développeur fait un commit au niveau de GitHub, automatiquement, au travers d'un webhook, générer le nouveau run Terraform dans le workspace avec lequel est intégré le repository GitHub de notre utilisateur. Ceci donnerait donc la possibilité de matcher des workflows GitHub pour permettre à des devs, par exemple, de provisionner le bout d'infrastructure nécessaire au fonctionnement de leur appli en mode self-service. Donc au final, peu importe la méthode que vous utiliserez, le résultat sera le lancement du run Terraform. Vous pourrez observer que contrairement au workflow open source, on va retrouver ici une nouvelle étape entre le plan et l'apply. En effet, les versions entreprises de Terraform offrent des fonctionnalités qui vont permettre d'augmenter le niveau de sécurisation et de gouvernance au cours de nos runs. Par exemple, Terraform Cloud va offrir la possibilité de faire du policy as code avec un outil qui s'appelle Sentinel et qui est natif à Terraform Cloud. Sentinel va permettre de codifier les règles de sécurité, de compliance et de gouvernance imposées par votre organisation en utilisant un langage proche du HCL ou même le langage OPA qui est utilisé dans le monde open source pour configurer ces policies. Donc HCL-like au niveau du langage ou OPA pour rédiger les policies. Le but étant de s'assurer que notre run Terraform va respecter ces policies qui ont été codifiées par Sentinel. Pour prendre l'exemple qu'on avait vu lors de l'explication du workflow open source de Terraform, on pourrait imaginer rédiger une règle qui interdirait l'utilisation d'instances de type T2 large pour des environnements de test, par exemple. Ou alors, on pourrait imaginer vouloir interdire la possibilité de provisionner une instance qui serait accessible en SSH depuis Internet.
Et puis au cours de notre run Terraform, par exemple entre le plan et l'apply, Sentinel ira checker si le plan respecte bien les règles de sécurité qui ont été codifiées en Policy as Code. Dans le cas où ces règles ne seraient pas respectées, par exemple, on provisionnerait une VM accessible en SSH depuis Internet, on pourrait imaginer soit faire une remontée d'alerte pour dire que effectivement on provisionne une ressource qui ne respecte pas certaines règles de gouvernance, ou même aller jusqu'à bloquer totalement l'exécution du plan pour éviter de provisionner une ressource non sécurisée sur l'infrastructure. La deuxième fonctionnalité de Terraform Cloud que l'on va pouvoir noter sont des intégrations Runtask. Le but d'une intégration Runtask va être d'intégrer au Run Terraform un outil tiers ou un service afin de leverager cet outil pour performer des checks de sécurité ou de compliance. Une fois lancé, la Runtask va envoyer un payload à l'outil tiers contenant des informations sur le Run Terraform ainsi qu'une URL de callback qui va permettre au service, une fois que ces checks et ces tests auront été réalisés, de retourner un statut pass ou fail à Terraform Cloud. Et de la même manière qu'avec Sentinel, grâce à cette réponse, Terraform Cloud pourra prendre une décision sur que faire avec le run. Si jamais on nous retourne une réponse fail, on pourra soit faire une remontée d'alerte ou discard le run. Mais si la condition est remplie, on pourra le valider et aller provisionner l'infrastructure. Par exemple, imaginons que notre entreprise utilise l'outil de HashiCorp Packer pour créer des artefacts d'image machine et HCP Packer, qui est l'outil SaaS d'HashiCorp permettant de traquer et de manager et de consommer les images créées avec Packer de manière centralisée. Notre utilisateur va pouvoir référencer cette image dans son code Terraform pour la déployer sur l'instance qu'il est en train de provisionner dans AWS. On pourrait alors imaginer créer au niveau de Terraform Cloud une intégration Runtask avec HCP Packer pour valider ou non que l'image qu'on est en train de déployer n'a pas été révoquée car elle était insecure ou outdated par exemple. Aussi que Terraform Cloud embarque nativement un outil de cost estimation qui va nous permettre de fournir l'estimation du prix d'un grand nombre de ressources qu'on retrouve dans nos configurations Terraform, ce qui peut être intéressant pour permettre de mieux contrôler les coûts dans nos environnements cloud. Et on pourrait même imaginer aller jusqu'à créer une policy Sentinel en réutilisant les informations de l'outil de cost estimation pour fixer des limites budgétaires sur certains workspaces par exemple. Je précise, j'ai représenté ces outils comme fonctionnant entre le plan et l'apply, mais dans certains cas, il sera possible de les utiliser à d'autres phases de notre run Terraform, par exemple en amont du plan. Et donc, une fois qu'on aura validé les conditions liées à nos policies Sentinel, à nos intégrations Runtask et effectué notre estimation de coût, Terraform Cloud pourra valider le run et aller provisionner l'infrastructure avec une instance EC2 dans notre exemple, respectant les standards de sécurité et de gouvernance fixés par notre entreprise. Comme expliqué précédemment, le state file correspondant à ce run Terraform sera stocké directement dans Terraform Cloud au niveau du workspace depuis lequel a été lancé le run, donc dans notre cas, notre workspace de test, est très important. Le state file sera nativement chiffré grâce au moteur de chiffrement de notre solution de management de secrets et de chiffrement as a service, HashiCorp Vault. Le dernier point que nous allons couvrir, c'est celui du Day 2. Comment s'assurer qu'au fil du temps, l'infrastructure qui a été provisionnée
matchent bien les prérequis qui ont été définis dans la configuration Terraform au niveau du workspace. Et c'est là que vont rentrer en jeu les outils de Health Assessment, dans lesquels on retrouvera le Drift Detection, qui à intervalles réguliers va aller pôler l'infrastructure pour vérifier que son état matche bien avec celui qui a été défini dans le state file. Par exemple, dans le cas où quelqu'un irait supprimer l'instance que l'on a créée directement en passant par la console AWS, le Drift Detection va nous alerter et permettre d'être proactif dans la remédiation de cet incident. Et la deuxième fonctionnalité s'appelle Continuous Validation, qui va déterminer si les conditions définies dans la configuration de notre workspace sont toujours valides même après que l'infrastructure a été provisionnée. Donc par exemple, si les policies Sentinel associées à notre workspace sont toujours valides une fois que notre VM tourne sur AWS. Donc, pour résumer, les versions entreprises de Terraform vont venir compléter les capacités d'infrastructure as code offertes par Terraform Open Source en répondant aux problématiques que vous allez rencontrer en utilisant Terraform en production, grâce à un ensemble de fonctionnalités, d'outils et de workflows intégrés à la plateforme, qu'elle soit consommée en mode SaaS avec Terraform Cloud ou en mode self-manage avec Terraform Entreprise.